de suite. Première table ronde. C'est une première table ronde sur les produits de loisirs, les produits nautiques. On l'a appelé tendance loisirs. Pourquoi tendance loisirs? Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens appréhendent peut-être différemment les pratiques de loisirs et de nautisme forcément. Et pour ce faire, on a réuni et des nautiques et des non-nautiques. Et on va commencer par les non-nautiques, parce que c'est peut-être qu'ils ont aussi des choses à nous dire. Alors, on va commencer. Alors, les gens vont se présenter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, on apprendra à les couvrir au fur et à mesure de la table ronde. On va commencer avec Chantal Quiriou, qui est directeur adjointe de l'ADT, donc l'agence de développement touristique. Chantal, votre boulot, votre travail à l'agence de développement, c'est de vendre le tourisme. En gros, c'est ça, je l'ai résumé. Vous parlez dans le micro, voilà. Donc, c'est de vendre le nautisme. Mais pour vendre le nautisme, on ne le vend pas par hasard. On regarde qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens ont envie d'acheter, quels sont leurs rêves, leurs désirs. Évidemment, Stéphanie nous dira tout à l'heure qu'il y a aussi des contraintes dans l'achat du tourisme, mais vous êtes plus dans la réflexion et dans l'analyse des tendances qui font qu'aujourd'hui on va plutôt acheter tel ou tel produit. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous travaillez dans le tourisme depuis quand même un petit peu de temps, est-ce qu'il y a une évolution dans les attentes des personnes? Oui, tout à fait. La demande en matière de loisirs ou de tourisme évolue constamment. Et ce que l'on observe depuis 2-3 ans, c'est une accélération en fait, des modifications des comportements des clientèles, sous l'effet de plusieurs facteurs, mais il y en a deux essentiels. Donc, la situation économique qui provoque parfois des arbitrages entre loisirs, sorties, etc. On l'a vu encore cet été dans le Finistère. Et il y a un deuxième facteur qui est la révolution numérique. Ce sont ce qu'on a appelé, il y a une quinzaine d'années, les nouvelles technologies de l'information. Les technologies de l'information, et maintenant, on se rend compte finalement qu'on en est au tout début, à l'heure de cette évolution-là, et que ça a un impact très important sur les modes de consommation, les comportements d'achat. On est face à des clients... Alors, ça impacte comment? Alors, ce sont les clients... Soyons précis, clairs. Alors, ce sont des clients qui prennent l'habitude d'accéder à de l'information très rapidement, de pouvoir réserver une prestation, un séjour au gré de leurs envies. C'est-à-dire que ça demande plus de réactivité, d'immédiateté, je ne sais pas si le terme est tout à fait exact, mais c'est effectivement ça. En gros, je me balade en camping-car, j'ai mon iPad, je regarde, et ah bah tiens, là il y a un truc de surf, j'ai envie d'aller faire du surf. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Et ça oblige effectivement, pour nous qui proposons des offres, à adopter à proposer en fait de nouvelles offres, et en matière de gestion de la relation client, à également faire évoluer nos attitudes, nos métiers également. Donc une tendance, c'est un peu le zapping, c'est un peu la tendance, j'ai une envie, c'est l'achat émotion, c'est l'achat instantané. Bon, j'ai envie, il faut que j'ai un produit en face. Voilà, ça c'est une... Moi, je comprends pas. C'est définitivement je suis dans le Finistère, je comprends pas que je puisse pas faire du surf dans l'heure. C'est un peu ça. Alors c'est un petit peu caricatural, mais oui, c'est effectivement une partie des clients qui se comportent de cette manière-là. Et c'est vrai qu'il y a deux réponses, enfin il me semble qu'il y a deux réponses pour pouvoir justement ajuster nos offres. C'est d'abord d'avoir en permanence une approche client, une écoute client, d'être à l'écoute finalement de ces évolutions de la société. Et la deuxième réponse, c'est une fois qu'on a compris qui étaient ces clients, ou non-clients, d'ailleurs aussi c'est important de savoir pourquoi certains ne consomment pas. Donc une fois qu'on a travaillé sur les clients, ce qui est important, c'est de comprendre leur comportement d'achat, leur code, etc. Et effectivement, à partir de ça, on peut proposer des gammes de produits, innover, et effectivement répondre ou ajuster en fait notre offre à cette nouvelle demande. Alors, c'est une nouvelle demande, c'est pas pour ça qu'effectivement, il n'y a pas toujours la place pour des prestations plus classiques, parce qu'il y a toujours des enfants qu'on a envie de faire naviguer, il y a toujours... voilà. Bien sûr, en fait, en marketing ou en écoute marché, ce sont des ajustements permanents qu'il faut faire. Voilà, ce sont des ajustements. Voilà, des ajustements. Donc il faut travailler avec nos clientèles anciennes, habituelles, qui sont toujours là, mais dont on voit que certaines, en fait, peut-être peuvent s'effriter. Et ce qui est important, c'est d'élargir le socle de ces clientèles-là, d'être constamment en mouvement, de manière régulière. Il ne s'agit pas de réagir de manière vive, mais simplement d'ajuster au fur et à mesure, de façon à pouvoir élargir le socle de nos clientèles habituelles et se dire potentiellement qui sont les clients de demain ou qui sont ces clients qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit plus et qu'on pourrait conquérir et comment.
Et ça va même un peu plus loin, ce que vous disiez, c'est aller jusqu'à se mettre à la place d'eux. Oui, tout à fait. C'est considérer que la personne qui est en face de moi, le nautisme, pour lui c'est compliqué, oui. Que ça mouille, des fois ça fait peur, et que c'est pas parce qu'il a une appréhension par rapport au nautisme qu'il est idiot. Peut-être que dans une autre vie, ce sera lui qui vous apprendra à faire des choses. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les clients vont être divers et il faut trouver des réponses adaptées à chacun d'entre eux. Alors, on va trouver effectivement des clients qui vont être en attente, je dirais, de coaching ou d'expertise, qui vont être dans une logique de formation, d'apprentissage. Et ça, je crois que dans le Finistère, on a pu démontrer, notamment en matière de nautisme, qu'on avait une expertise reconnue. Les nouvelles clientèles, pour les séduire, on se rend compte qu'il faut être aussi dans d'autres registres, c'est-à-dire les accompagner, les rassurer, notamment si on est dans une logique de vouloir élargir notre socle de clientèle actuelle. Il faut pouvoir effectivement aller vers peut-être ce camping-cariste dont vous parliez tout à l'heure, qui découvre sur son iPad qu'à proximité peut pratiquer une activité, et en fait de lui faciliter l'accès à la pratique. C'est-à-dire que ce sont de nouveaux clients qui peuvent venir dans un premier temps uniquement pour découvrir, et là ce qu'ils vont attendre, c'est effectivement qu'on leur facilite l'accès à la prestation, qu'on les rassure aussi sur le fait qu'ils vont être accompagnés et capables en fait d'avoir un premier contact, une première expérience, même si évidemment par la suite, s'ils veulent progresser, il faudra qu'ils rentrent dans des cursus plus complets. Mais dans un premier temps, effectivement, ce sont ces clients qui finalement passent à côté des activités nautiques et quelquefois ne franchissent pas le pas. Et là où on pense probablement qu'il y a un enjeu et il y a peut-être un travail à faire en matière de service pour répondre vraiment à ces nouveaux clients qui sont aussi intéressants. Alors c'est visiblement quand même assez compliqué. Et puis il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la femme qui achète. Oui, alors à Finistère Tourisme, avec d'ailleurs plusieurs d'entre vous, parce que je vois plusieurs personnes à la scène qui ont participé aux travaux récents sur le plan marketing, on s'est posé, comme vous aujourd'hui, cette question de savoir qui seront nos clients demain, ou qui sont déjà nos clients. Et en fait, une des conclusions, on a déterminé 4 cibles de clientèle. Et le premier constat qu'on a fait, la première observation, c'est que notre client, ou notre cliente demain ou d'aujourd'hui, n'est peut-être pas un client, c'est probablement une cliente. Alors, non pas parce que les femmes seraient davantage en attente de prestations, c'est simplement que quand on a décodé leur comportement en matière d'achat, quand par exemple elles préparent un séjour pour la famille, ou quand elles préparent une sortie en week-end entre amis, on se rend compte que bien souvent la femme a un rôle de prescripteur, c'est elle qui notamment va choisir pour ses enfants selon des critères qui peuvent être l'encadrement, la sécurité, le fait qu'elle soit rassurée par ces éléments-là, ça peut être le prix aussi. Et souvent, on le voit de plus en plus, un critère qui est important, enfin 2 critères qui sont également importants, c'est pouvoir, à l'occasion d'une pratique nautique, d'une sortie d'un week-end ou de vacances, retrouver un peu de cohésion ou faire en sorte que, effectivement, la cellule familiale se retrouve, le couple se retrouve. Et là, on est dans un registre qui est un petit peu différent, des logiques peut-être d'expertise ou d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va rechercher un loisir qui va aussi nous permettre de nous retrouver en famille, d'être bien en famille. Il y a toute la notion de bien-être que Mme Conan signalait tout à l'heure. Donc, sur un milieu, on va le constater, vous le constatez sur le nombre d'intervenants, c'est très masculin, le milieu nautique, et c'est la femme qui achète. Donc, bon, il y a peut-être des réflexions, ça a à voir. Et la femme, elle arrive aussi avec des contraintes, et Stéphanie Brûlé-Josso, qui a beaucoup travaillé sur l'autisme, elle est ethnologue, de diversité, de l'horizon diversité. Alors, c'est quoi diversité ? Rapidement. Diversité, donc c'est une agence de vulgarisation des sciences humaines et sociales que j'ai créée au sein de la SCOP Chrysalide il y a un an. Ok. Donc vous avez beaucoup observé. Alors vous êtes là à 2 titres, parce que vous êtes une voileuse, parce que vous avez fait juste pour études. Vous avez un mari qui n'est pas voileux. Il a peur quand il a papier. Voilà, comme quoi personne n'est parfait. Et donc vous êtes là à double titre. Vous avez été, je dirais, consommatrice de loisirs nautiques, mais vous avez aussi beaucoup observé le nautisme. Alors plus sur la partie croisière. En tout état de cause, ce que vous dites, c'est qu'effectivement les personnes qui achètent du loisir nautique, elles ont des envies, on vient de le voir, mais elles arrivent aussi avec des contraintes.
Et ces contraintes sont importantes dans le choix, dans la façon d'acheter du produit. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi je parle de mon expérience de chercheur. En fait, j'ai fait une recherche de 10 années sur l'habitation des voiliers de plaisance en croisière familiale. Et donc, c'est vrai que cette démarche m'apparaît tout à fait complémentaire de la vôtre, puisqu'en fait, vous travaillez sur à quoi aspirent les gens. Et c'est vrai, quand je vous écoute, quand vous dites que les femmes, en effet, si vous les interrogez, elles aspirent à, en vacances, faire des loisirs en commun, enfin, en collectif, c'est-à-dire en collectif au sein de leur famille, avec leur époux, avec leurs enfants, avec leurs amis, pourquoi pas. C'est leur aspiration. Alors que ces aspirations pouvaient être autres il y a 20, 30 ans, en effet. Après, il y a les faits. C'est-à-dire que dans les faits, pourquoi alors, c'est-à-dire que les contraintes qui sont actuellement liées aux pratiques nautiques font que ça ne se réalise pas. Et quand vous disiez tout à l'heure, Patrick, que l'exemple du camping-cariste qui arrive avec son iPad et qui dit « je veux faire du surf », certes, mais encore faut-il qu'il s'autorise, enfin il ou elle s'autorise à faire du surf. Est-ce que ça va être que l'ado qui va faire du surf ou alors est-ce que la mère de famille, elle va s'autoriser à prendre un cours de surf et à s'initier et sinon, pourquoi? Donc, alors ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'effectivement la famille elle arrive, elle a des contraintes. Enfin, déjà il y a une projection dans l'attente des vacances, très clairement, c'est-à-dire que c'est un moment quand même privilégié. Mais pour autant, effectivement, il y a un ensemble de contraintes, c'est-à-dire que est-ce que j'y vais ensemble, est-ce que chacun fait son truc, et on verra avec le camping itinéraire tout à l'heure, dans son coin. Donc, quelque part, il n'y a pas que la notion de plaisir, j'ai envie d'eux, il y a aussi la gestion d'une cellule familiale si c'est le cas, d'une bande de copains si c'est le cas, où effectivement les aspirations ne sont pas forcément différentes. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi toute l'histoire en fait qu'il y a à la pratique, c'est-à-dire que pour vraiment comprendre la clientèle que vous avez ou que vous n'avez pas et que vous aimeriez séduire, ce qui est tout à fait légitime, il faut également s'intéresser à l'histoire de ces pratiques. Toutes les pratiques nautiques que vous enseignez, que vous développez, ont une histoire particulière, un développement particulier. Et si vous les observez, vous vous dites, bah tiens, cette pratique, par exemple, moi je connais mieux que d'autres, puisque mon enquête a porté là-dessus, par exemple, la plaisance habitable. Pourquoi est-ce que... En fait, ce que vous disiez dans votre étude, ce que vous avez pu remarquer, c'est que la course au large a fortement influencé la façon dont aujourd'hui les bateaux sont pensés et conçus, et que cette course au large qui effectivement a permis des développements technologiques importants, la dimension sportive a fortement influencé la façon dont les offres de loisirs nautiques sont présentes, mais que cette tendance lourde ne correspond pas forcément à toutes les attentes. Voilà, en fait, ça c'est un exemple très classique, c'est-à-dire que ça paraît évident aujourd'hui que les développements technologiques très pointus de la course au large soient systématiquement transférés à la navigation de croisière, mais sur habitable, mais destinée à la famille, à la navigation en famille et entre amis. Mais en fait, et là on est vraiment dans quelle est l'innovation, c'est-à-dire une innovation technique, est-ce qu'elle apporte un bien-être social? C'est vraiment une question qu'il faut que vous vous posiez. C'est vous qui aurez les réponses. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les technologies développées par la course au large permettent à une personne seule de faire naviguer son voilier habitable de 12 mètres et même plus seul. Alors certes, mais alors du coup, quand c'est dans un cadre d'une croisière en famille ou entre amis, le chef de bord qui est en général le propriétaire qui est en général un homme. Pourquoi? Alors ça, moi, c'est un autre débat, mais j'ai mes réponses, j'ai mes hypothèses. Eh bien, en fait, il fait naviguer donc seul son bateau, mais accompagné de sa famille. Mais quel est en fait le plaisir à bord? Est-ce que c'est de se faire promener? Ou alors, est-ce que c'est de participer à la manœuvre, d'avoir le plaisir de naviguer ensemble, de prendre part à la navigation et de dire, bah voilà, ensemble, et là on est vraiment dans les valeurs du collectif et de la coopération,
qui est les valeurs mêmes de l'hypnotisme, c'est-à-dire faire ensemble quelque chose, faire avancer le bateau ensemble grâce à ce qui se passe dans l'équipage. Mais du coup, cette innovation technique, de fait, elle exclut les autres membres de l'équipage. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs. Et là, vraiment, il faut se poser la question de qu'est-ce que l'innovation. Mais c'est peut-être pas là où Patrick, vous vouliez nous emmener tout de suite. Là, déjà, on essaie de poser un petit peu le cadre dans lequel les gens achètent. On voit qu'effectivement, il y a des envies. Il y a aussi le secteur nautique a, de par son histoire, emmené des gens dans une direction qui ne correspondent pas forcément à tout le monde, et de la consola. Mais c'est aussi le sport. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour des enfants, c'est très facile d'intégrer une école de sport. C'est peut-être plus compliqué que de faire tout simplement du loisir en voile. C'est vrai que c'est organisé autour de ça. Donc ça correspond à une clientèle, il faut ça, c'est important, parce que c'est aussi ça qui tire un peu le nautisme, mais en même temps, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc c'est un peu ce que vous disiez, ce que vous avez, vous, remarqué en tout cas. Et aussi, par rapport, ce qui est important, je trouve, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que comment essayer, quand vous disiez, Patrick, oui, il faut essayer de se mettre à la place des autres. Certes, il faut adopter le point de vue des autres, c'est qu'en effet, le problème un peu des professionnels du nautisme, c'est une chance aussi, mais c'est qu'à l'origine, vous êtes professionnel du nautisme, mais vous êtes très très souvent à la base des passionnés du nautisme, qui ensuite vous dites, je vais faire de ma passion mon métier. Et dans ce cas-là, c'est très très difficile de se décentrer de sa passion, c'est-à-dire que quand on est passionné, on incorpore, on apprend, on a une image de ce que sont les bonnes pratiques qui sont celles qu'on aime forcément. Et c'est extrêmement difficile de prendre de la distance avec sa passion et de se dire oui mais celui-là qui fait de la voile différemment que moi, non, c'est pas un blaireau. Voilà, c'est ça, en gros c'est ça, voilà, parce que moi en ayant navigué, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de jugements de valeur, mais c'est logique, c'est dans toutes les professions, dans tous les milieux comme ça, mais dans un milieu de passionnés, c'est ça. Donc il faut d'abord prendre la place de l'autre, c'est-à-dire se mettre du point de vue de l'autre. En fait, c'est impossible naturellement. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui, ok, je vais essayer de me mettre à la place de la dame dans son camping-car et tout, mais c'est impossible. C'est impossible de vous mettre à la place de la dame de son camping-car. Ce qu'il faut, mais il y a des méthodes. Alors vous inquiétez pas, il y a des méthodes qui ont été faites depuis plus de 100 ans, ça s'appelle les méthodologies d'enquête. Donc en plus vous avez de la chance parce que dans le Finistère, il y a l'Université de Bretagne occidentale, il y a plein de gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est un message. Voilà. Et donc du coup, et aussi ça s'apprend très bien à faire des enquêtes et à avoir les techniques pour justement comprendre le point de vue de l'autre, savoir l'écouter, savoir l'écouter, et puis après c'est tout simple, c'est-à-dire que le but c'est que vous soyez vous-même capable de mettre en place des stratégies qui vous permettent d'identifier des publics qui sont soit peu ou mal satisfaits, ou soit pas satisfaits du tout, sans que vous en ayez vous-même conscience. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais juste la mère de famille qui amène son enfant au club nautique, pourquoi elle navigue pas? Est-ce que c'est parce que naturellement les femmes n'ont pas le goût de la voile, comme je l'entends souvent? Non. Il y a d'autres, par exemple, moi si je veux naviguer, je peux naviguer en club, si je veux faire du 4-20, je peux en faire que le samedi après-midi. Alors le samedi après-midi, moi j'ai mes enfants, et je les emmène à leur activité, parce que mon rôle de mère, aujourd'hui, me donne encore, il faut que je fasse passer mes enfants avant moi-même, c'est terrible, mais c'est encore comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez que je navigue, il faut mettre des activités nautiques dans la semaine. Voilà. Par exemple. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Vous allez interviewer plein d'autres femmes. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de prendre un peu de recul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'écoute de l'autre, parce que le fil rouge du congrès, c'est l'innovation. Et l'innovation, ça commence aussi par écouter l'autre, accepter sa différence. Quelque part, c'est aussi un état d'esprit. Oui, tout à fait. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire l'innovation sociale. L'innovation, en règle générale. Oui, mais l'innovation technologique, on peut dire, peut avoir des effets pervers au niveau social. L'iPad, par exemple. Non, je déconne. Comme elle ne peut pas l'être, mais elle peut l'être aussi. Donc, oui, en effet, c'est un état d'esprit, mais aussi c'est une méthodologie. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est une curiosité, c'est une façon d'être, c'est une façon de regarder les autres, qui permet aussi, l'innovation, c'est pas forcément inventer l'iPad, puisqu'on en parle aujourd'hui.
j'ai rien contre Apple, mais c'est pas forcément ça, c'est aussi un ajustement, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est un ajustement au fur et à mesure, et c'est cette envie d'aller voir ailleurs, et d'aller comprendre ce qui se passe ailleurs, et de se mettre dans une curiosité permanente. Moi je dis c'est être professionnel, quoi, c'est-à-dire développer des produits en lien avec un marché. Les marchés c'est des gens, c'est des personnes humaines. Et du coup, il s'agit, si on prend la définition du marketing, telle qu'elle est dans la théorie, c'est-à-dire satisfaire en effet un marché, c'est-à-dire des personnes, et du coup, pour leur permettre d'accéder à un bien ou à un service. Et donc, il faut, vous en parliez tout à l'heure, Patrick, travailler sur les contraintes. Quelles sont les contraintes qui caractérisent telle catégorie de population, telle autre, qui les empêche d'accéder à cette pratique que vous développez? Eh ben, il y a du boulot. Bah oui, et il y a toute la vie devant soi. Bon, c'est bien. Alors là, je vais me tourner vers Bruno Kerouel. Donc, c'est le dernier non nautique, entre guillemets, on va dire, de la bande de ce matin. Du coup, c'est bien parce que ça va nourrir, je pense que les gens du nautisme vont écouter ça avec beaucoup d'attention et après, on va pouvoir, ça va vous permettre de voir à votre niveau comment vous percevez tout ce qui a été dit avant. Alors, Bruno Kerouel, vous avez un gros camping. En plus, qui a 30 km de la mer, à peu près, c'est ça? Oui, tout à fait. 30 km de la mer, il y a quand même une rivière, une superbe rivière. Et puis, un camping qui s'est beaucoup développé. Donc, en 2 minutes, combien de millions? En nombre d'emplacements, c'est 325 emplacements, ce qui permet de recevoir en pleine saison à peu près 1200-1300 clients. C'est un petit village. Et c'est vrai qu'on a pris un positionnement il y a une quinzaine d'années sur des activités de pleine nature, dont le canoë-kayak, l'activité de canoë-kayak. Alors en fait, ce que vous disiez, c'est que votre première activité, c'est le logement touristique. Oui, tout à fait. Après, effectivement, à ça s'ajoute la possibilité de se restaurer. Et puis, vous avez senti la nécessité dans votre camping d'amener du contenu, comme on dit, des activités. Oui, c'était le constat du raccourcissement de la durée des séjours qui avait donc depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que nos clients partent en vacances maintenant pour une semaine, alors qu'avant c'était un mois et demi. Et donc en peu de temps, ils voulaient faire beaucoup de choses, dont beaucoup d'activités. Donc notre position rétro-littorale faisait que on pouvait leur proposer pas mal d'activités de pleine nature, hein, avec cet environnement qui est en pleine campagne, et dont le canoë. Donc la première activité que l'on a proposée, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était les descentes de rivière. Sur cette rivière qui est assez connue par vous tous, nous sommes en aval du site des Roches du Diable, mais c'est une activité de nautisme de loisir avant tout, quoi. Donc c'est une autre approche de cette activité-là qui nécessitait un petit peu de satisfaire avant tout le côté loisir. Donc, dans ce que vous dites aussi, c'est qu'aujourd'hui, les vacances, le temps de vacances se raccourcit et que les gens demandent que ce temps de vacances soit bien rempli. Oui, tout à fait, oui. Bien rempli pour satisfaire l'ensemble de la famille. Et c'est pour cette raison aussi qu'il fallait absolument proposer des activités pour satisfaire le papa, la maman, les petits-enfants, voire même des fois les grands-parents qui sont souvent les financeurs aussi des vacances. C'est-à-dire que vous êtes un camping de fête familiale, puisque le produit Mobilo est quand même assez famille. Est-ce que vous avez remarqué le fait que les familles ont envie de faire des choses ensemble, des choses différentes? Comment vous gérez l'approche famille? Parce que on en parle un petit peu aujourd'hui dans le nautisme. Les produits sont très sectorisés. On fait des stages pour enfants, des stages pour ados, des stages pour adultes. C'est un peu éclaté. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'à un moment donné, les familles peuvent avoir envie de faire des choses ensemble. Oui, tout à fait. Alors, on a pris la décision par activité d'être le plus large possible pour justement satisfaire les tranches d'âge les plus larges possibles, et puis en même temps de pouvoir satisfaire des non-sportifs pour pouvoir justement être satisfait pleinement du séjour pour l'ensemble de la famille, quoi.
C'est-à-dire que quand on descend en kayak, une famille qui descend la rivière en kayak ou la remonte en fonction du courant, elle ne vient pas faire que du kayak? Non, tout à fait. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a justement une partie de la famille qui fait le canoë-kayak et d'autres qui vont faire de l'équitation ou la maman, on la retrouve souvent dans tout ce qui est bien-être, les massages de bien-être. Enfin, voilà, on essaye vraiment d'être très large dans nos prestations pour satisfaire toute la famille qui peut avoir des aspirations un petit peu différentes. Alors, il y a des moments où ils descendent ensemble, et puis il y a des moments où il y a la maman qui va faire du fitness et le papa qui va faire du paintball avec son fils. Tout à fait. On essaie vraiment de rester sur cette attente de clientèle. Donc vraiment quelque chose de... Je pioche, enfin, tel mon envie, quoi. Oui. Et vous avez été jusqu'à organiser un bureau des sports dans le camping, voilà, pour être en capacité de gérer au plus près la demande en temps réel des personnes qui ont envie de faire des choses. Oui, tout à fait, sachant qu'effectivement, quand on a démarré un petit peu la mise en place des activités de pleine nature, bien sûr, il fallait répondre à une exigence d'encadrement de brevet d'État, et cette mise en place d'effectifs connaît toute cohérence si on arrivait également à travailler non pas seulement avec les résidents, mais également avec des gens un petit peu extérieurs de notre camping, de façon à avoir une logique de chiffre d'affaires par rapport à l'effectif. Et donc on a dû créer un deuxième accueil dans le camping pour justement gérer toutes ces activités-là, gérer également les appels rentrants téléphoniques pour pouvoir réserver des prestations. Et on a mis en place, ça a été mis en place cette année, un système extranet qui permet à des gens du bassin environnement, notamment du bassin d'Orient, de pouvoir prendre des réservations d'activités de canoë-kayak par Internet, quoi. Et en même temps, une gestion informatisée en fait de l'accueil sur les activités. Oui, tout à fait. Parce que ça doit être un peu compliqué quand même. Dire, vous avez 1200 personnes, il y en a 30, 40 qui peuvent débrouiller d'un coup, parce qu'en fait, quelque part, vous ne contrôlez pas ça. Et donc, il y a une gestion de flux quand même à gérer. Oui, c'est pas très simple. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça que cette entité de bureau des sports s'est avérée très vite nécessaire pour pouvoir justement gérer tous ces nombreuses activités et puis tout ce qui était planning ou moniteur. Alors je vais me tourner vers Alban, Alban qui est directeur d'un centre nautique historique dans le Finistère, Moulin-Mer. Quand vous entendez tout ça, un peu toutes ces contraintes, ces demandes, ces attentes, cette demande des fois un peu zapping, un peu j'ai envie de faire du surf, un peu j'ai envie de faire du paintball, pas du paintball, mais Moulin-Mer, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? On est loin encore? Vous êtes loin de tout ça ou... Oui, il y a encore de la progression, évidemment, mais je pense que... Il y a de la marge de progression. Alors, l'histoire de Moulin-Mer, elle est assez longue, effectivement. En même temps, il y a eu un épisode 2 en 2004, puisqu'il y a eu une cessation d'activité pendant une dizaine d'années. En 2004, donc, la communauté de communes a repris les bâtiments, a rénové l'ensemble. Et donc, nous, c'est vrai qu'on gère les bâtiments. Donc, nous, c'est l'association Don Bosco, gère pour le compte de la communauté de communes ces bâtiments-là. Donc, on va dire qu'il y a eu un redémarrage, un point zéro, qui finalement a permis aussi de repenser, peut-être de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport aux attentes. Donc, il y a des activités, effectivement, qui se sont mises en place, qui étaient un peu regardées du coin de l'œil aussi, parce que c'est vrai qu'on est centre nautique, mais pas que, entre guillemets. Et il y a des centres nautiques et structures d'accueil. Structures d'accueil, donc centre de vacances. Voilà, il y a 138 lits, répartis sur 44 chambres, un restaurant, des salles de réunion, des salles de classe pour les classes de mer, parce qu'on reste sur l'activité évidemment prioritaire qui est la classe de mer. Mais on est ouvert à l'année et on est 12 permanents. Donc on a dû générer quand même une certaine recherche d'activité, une diversité d'activités pour permettre le maintien des emplois et rester ouvert à l'année. Voilà. Très clairement, vous vous êtes posé la question, j'ai envie de maintenir mes emplois, donc il faut que je me bouge, entre guillemets. Voilà, je me bouge, on y va, j'ai 12 emplois à tenir, il faut quand même les payer à la fin de chaque mois. Et donc j'essaie d'aller voir un petit peu partout comment je peux valoriser au mieux un site qui est quand même super. Et voilà. Un centre qui est quand même super. Le site est bien placé, le site a de l'intérêt, pour la navigation bien sûr, parce que Jacques Herwas à l'époque a repéré les lieux et a vu que pour l'initiation à la voile c'était quand même idéal, il y avait très peu de houle, toujours des endroits abrités, pour le kayak également, donc voilà, on a hérité de ce site. Aujourd'hui, il faut essayer de répondre à différentes demandes, et pour répondre tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à quelqu'un qui est en attente d'une activité,
On disait que la voile c'était élitiste tout à l'heure, on disait que c'était quelque chose qui... On n'a pas parlé d'élitiste, on a dit que c'était... Alors c'est moi qui prends de l'avance. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, C'est moi, compliqué je dis d'aller sur élitiste parce que je suis resté sur cette image-là du colloque Mère et Handicap de 2006 qui s'était tenu sur Moulin-Vert justement, et où plusieurs personnes étaient intervenues à titre individuel pour dire que c'était effectivement compliqué, qu'il y avait une certaine image élitiste qui pouvait les rebuter au sens où ils n'étaient pas dans les arcanes pour développer cette pratique. Donc tout ça, nous, on l'a entendu, on a essayé avec nos moyens de développer, de proposer des choses. Et c'est vrai que donc, très vite, au-delà des activités classiques de stage de voile et autres, on s'est positionné sur les séjours adaptés, donc à destination de publics en situation de handicap, parce que l'association dont on dépend est également axée sur ce pôle-là. Et puis ensuite, sur l'activité club, on va dire, on a peut-être, on s'est positionné réellement donc avec l'équipe sur de la voile loisir, au sens, on va pas faire de la compète, c'est pas notre mission, il y a des centres à côté de chez nous qui le font. Donc on va proposer de l'activité plaisir. Donc le samedi, on a mis en place sur un créneau qui faisait râler au départ et qui aujourd'hui est très demandé 10h-13h, pour répondre à ce que disait madame tout à l'heure. C'est-à-dire que le créneau 10h-13h correspond à pas mal d'attentes. Il y a en 2006, quand ça a été mis en place, on a commencé à mettre ce créneau en place sur la base de 2-3 témoignages qui disaient que ça m'intéresse plus. Okay, donc vous avez commencé à réfléchir sur la plage horaire. Donc ça s'est vraiment fait par rapport aux attentes des gens. Un plage horaire et deux, contenu. Quel contenu? Et le contenu, en fait, le samedi, si je prends l'exemple du samedi, c'est un stade nautique, donc c'est en fait multi-support, encadré par des moniteurs, et les gens viennent soit en individuel, soit en famille. Donc on a un pack famille qu'on a mis en place. C'était une réaction d'ailleurs, il y a eu un congrès du nautisme il y a 2-3 ans, où on disait justement qu'il n'y avait pas grand-chose pour les familles. Alors la famille, comment vous le gérez? La famille, en fait, ça se gère spontanément, c'est-à-dire qu'on va mettre une offre en place sur un créneau du samedi, et en fait c'est une adhésion particulière, non pas individuelle mais collective, pour la mise à disposition, par exemple, d'un catamaran. Et un papa avec son fils ou sa fille ou une maman peut venir naviguer, prend son adhésion à l'année et va avoir donc une activité encadrée sur le plan d'eau, mais en même temps un esprit de liberté. Ce qui fait que là, pour reprendre la question des femmes de tout à l'heure, on a des mamans qui viennent avec leur fils ou leur fille pratiquer, mais pour le plaisir, sans recherche de compétition ou d'émulation. Elles viennent vraiment partager un temps avec, ça correspond à une demande. Voilà, c'est une demande. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on a démarré avec l'équipe en 2006, on a dû démarrer avec 8 pratiquants la première année, on en a 50 aujourd'hui. 50 pratiquants à Moulin-Vert. À Moulin-Vert, à Lugana, ce qui est quand même pas mal. Voilà. On n'est pas à Concarneau, on n'est pas à Concarneau, voilà. Donc il y a un climat familial qui s'installe, qui est aussi très apprécié. Donc c'est quelque chose qui... Alors la question, parce qu'on en parle, on parle beaucoup du collectif, de la famille, mais il y a effectivement le fait d'aller sur l'eau. Est-ce qu'après il se passe des choses, c'est-à-dire on revient à terre, est-ce qu'il y a des gens échangent, est-ce qu'ils boivent un coup, est-ce qu'il convivialité, enfin tout ça? C'est un climat familial. Voilà, clairement, je veux dire, là on est sur de la voile. Effectivement, ça crée une petite cellule, un club, si on veut. Sauf que l'image du club peut être dérangeante parce qu'on a tous eu le cliché justement de la régate, du déplacement avec les parents bénévoles qui accompagnent. Non, là c'est des gens qui viennent pratiquer sur un créneau horaire. Ensuite, il faut amener les enfants au foot ou à machin. Voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est rodé, qui est repéré aujourd'hui et qui fonctionne bien. Et 50 personnes sur ce produit-là? Voilà, 50 personnes en moyenne sur chaque samedi. Donc pour nous, on est très contents. Voilà, sur cette activité. Et vous pensez que, parce que vous êtes je ne sais pas s'il y a beaucoup de centres sur le Finistère, je ne sais pas si Vincent qui s'occupe justement des produits nautiques, est-ce qu'il y a beaucoup de centres nautiques sur le Finistère qui ont cette approche famille? C'est quelque chose qui commence à se développer. Ouais. Je n'ai pas de chiffre exact, mais ça commence à se développer. Alors, vous avez été, on viendra tout à l'heure avec Vincent, mais il y a une autre question, c'est que quelque part vous dites, on n'est pas là pour apprendre à faire la voile, on est là pour aller sur l'eau en fait. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur le handicap, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur des personnes qui ont plus de difficultés à aller sur l'eau, du fait du handicap, vous a servi dans votre réflexion pour des publics dont on sait que c'est difficile pour eux d'aller sur l'eau, et est-ce que ça a permis de faire mûrir cette réflexion? Il y a eu un transfert en fait d'expérience. Modestement, c'est encore une fois, on est reparti de zéro en 2004, donc vous vous posez plein de questions. Le handicap, comment on l'aborde?
C'est pas une histoire uniquement technique, c'est-à-dire qu'en gros, il faut aussi une équipe qui a envie. Et ça, c'est très important. Et là, je veux dire, c'est un point crucial. C'est-à-dire que les gens qui vont encadrer sur l'eau, les gens qui vont accueillir sur site, etc., ça fait partie aussi de la prise en compte d'une prestation par rapport notamment à des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que les retours qu'on a, là, c'est pas nous qui nous font de l'autosatisfaction, c'est les gens qui nous disent on a l'impression d'être en vacances, on a l'impression d'être bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise en compte de l'autre avec ses difficultés, mais on va développer après effectivement une prise en charge pour aller sur l'eau. Je dirais que pour l'instant on y arrive correctement à notre niveau sur le collectif, sur les groupes, en situation de handicap. On a encore du chemin à faire en ce qui nous concerne sur la pratique individuelle. C'est-à-dire qu'on a des bateaux, on a des dinghy access sur la mer par exemple, qui sont des bateaux individuels adaptés. Aujourd'hui, on sait encadrer, on sait, mais après c'est le temps nécessaire pour des prestations de ce type-là, pour un individuel qui peut poser problème. Donc on est en train de réfléchir sur des plages horaires avec différentes personnes bénévoles qui sont bien connues, peut-être qu'il est là, Fabrice Chaquière de Nautisme Finistère, mais qui est un grand bénévole du nautisme dans le département et qui teste beaucoup d'équipements. Donc on est en train d'essayer de voir comment mettre en place des sorties dinghy access individuelles, mais sur des sorties programmées. Voilà. D'accord. Donc cette dimension rendre facile vous paraît importante pour peut-être élargir ce que vous disiez, il y a des nouveaux publics à conquérir. Donc c'est vraiment se poser la question, comment je peux faciliter l'accès? Pour vous, c'est important? Pour moi et pour les autres, je pense que c'est un mot qui revient souvent, simplifier. Parce que si je prends la logique des points passion plage, moi ce que j'ai retenu c'était ça aussi, c'est qu'aujourd'hui il faut que le bateau soit gréé pour partir. Donc on se dit, mais ça reste un bateau, compliqué. Voilà. Ce qui mouille. On sent bien que les instants sous la demande de clientèle, c'est effectivement d'accéder tout de suite à un plaisir, et après on voit si ça plaît, et après on commence à s'initier, à y prendre goût ou pas. Voilà. Je pense que c'est un peu ça il y a une question de zapping aujourd'hui qui fait qu'on a envie de tester, si ça marche, voilà. Ça marche. On n'a pas envie de faire 50 solfèges avant de commencer à toucher une guitare. Voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne image. Voilà, ça c'est très ça. Voilà. On commence par jouer du piano, puis on apprendra le solfège plus tard, si on a envie de continuer à apprendre à jouer du piano. Alors, quelqu'un qui ne fait pas de solfège, c'est Amaury. Donc Amaury, au sein de Pirogue, vous êtes très clairement pris une position de plaisir sur votre offre, donc vous êtes à Crozon, vous faites faire de la pirogue, kayak à des gens, dans un site extraordinaire, les grottes de Crozon, de Morgane, je ne sais pas. Les grottes de Morgane. Les grottes de Morgane, merci. Vous avez eu vraiment cette approche-là, au départ. Voilà, alors en fait, moi je développe uniquement la pirogue. La pirogue, d'accord. D'autres prestataires font l'activité kayak. Alors en fait, la pirogue, la réflexion, elle est toute simple, et peut-être une réponse aussi à certaines questions qu'on se pose aujourd'hui. Déjà, l'idée, c'est de revenir aux origines de ce bateau, c'est-à-dire se déplacer en famille. C'est l'origine de la Polynésie. Avant de se faire des courses les uns contre les autres, déjà c'était un moyen de déplacement, de pêche qui se faisait surtout en famille. Donc on est revenu à ça, et il est vrai que nous on a un support extraordinaire qui sont les grottes marines. C'est d'ailleurs, on va dire, mon argument de vente principal. Les gens viennent d'abord visiter les grottes marines, et c'est le support à rame qui leur permet d'y aller en famille. Le support n'est que le moyen de la pratique. Exactement. Comme Alban, le support est le moyen d'une pratique familiale en fait. Complètement. Donc d'un point de vue purement technique, les bateaux, on est assis comme sur un tabouret, donc c'est vrai que ça permet. En fait, il y a pas mal de freins qui peuvent arriver sur le kayak qu'on arrive, on va dire, à effacer avec la pirogue. Vous avez un guide à bord, vous êtes assis comme sur un tabouret, les plabords sont très hauts. J'aimerais dire le seul risque nautique qu'on peut prendre, c'est au moment d'embarquer, de débarquer sur la plage. Donc ça veut dire pas de risque, accompagnement, ouais. Facilité, du contenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la pirogue, on va visiter les grottes de Crozon en pirogue, c'est ça que vous... Encore une fois, dans le montage du produit, en fait, l'apprentissage de la pagaie, moi je demande au guide que ça prenne, pas plus de 5 minutes. Donc il y a un guide. Voilà, il y a un guide à bord, et le guide, il a surtout un rôle d'animateur.
Animateur, bien sûr, par rapport à des connaissances, par rapport au milieu dans lequel il évolue, mais aussi animateur dans le sens où il faut que les gens passent un bon moment. Et ça, c'est super important, s'adapter aussi au groupe qui est à bord, et c'est pas facile toujours. Alors, je vais poser une question, on est la hache. Vous êtes plus animateur ou moniteur ? On est moniteur nautique dans le sens où on assure la sécurité et on met tout un dispositif pour assurer la sécurité des pratiquants, mais ça, ils sont surtout pas censés s'en rendre compte. Et parce que sinon, ça donne un accent dangereux. Hein. Si on parle de sécurité, ça veut dire que c'est dangereux. C'est-à-dire que vous êtes sur la sécurité, mais il ne faut pas que ça se voit. Voilà, exactement. Pour justement rassurer. L'objectif, c'est de rassurer. Ouais, complètement. Et puis la deuxième chose, oui, on a surtout, on va dire à 99%, un rôle d'animateur à bord. Alors, c'est quoi les retours de vos clients quand ils reviennent? En général, ils sont contents. Ils reviennent? Est-ce qu'ils reviennent? On en a qui reviennent, mais nous, en fait, c'est pas véritablement... moi, je constate qu'il y a un gros zapping quand même sur les activités. Que ce soit à la semaine ou que ce soit même au niveau des destinations. Et c'est marrant parce que nous, on constate justement que ce zapping, il se fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, on va dire, tout le temps en Bretagne, mais jamais au même endroit, ils testent. Voilà. Je crois qu'il y a un gros phénomène de test. Moi, je constate beaucoup ça. Nous, au niveau de notre activité, on a des personnes qui reviennent, mais avec d'autres personnes. Ça reste quand même une embarcation de groupe. Donc, nous, en fait, les gens ont trouvé l'activité bien et vont amener d'autres groupes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, en balade nautique, on signe en 2 mois 800 entrées. Voilà. D'accord. Et donc là, ce que vous voulez dire, c'est que la dimension convivialité, faire ensemble, est importante. Voilà, exactement. C'est-à-dire que sur cette pratique-là, on n'est pas du tout sur de l'enseignement. C'est-à-dire que même, on va même plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, les gens qui n'y arrivent pas, je leur dis qu'il n'y a pas de problème. Venez à bord, vous débrouillerez. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, en termes de développement de cette activité, ça devient important? Après, moi j'ai une limite qui est faite aussi par rapport à ma structure. Hein. C'est-à-dire que moi je suis limité par mon potentiel structurel. Et par contre, vous êtes regroupé avec une série d'indépendants. Vous avez monté c'est peut-être aussi en réponse aux zapping, vous avez monté Lieu d'Aventure, qui est une marque qui regroupe des indépendants, donc surf, longe-côte, enfin voilà. Voilà, donc là, Lieu d'Aventure, en fait, c'est une association de micro-entreprises, d'indépendants. Nous, on a la première motivation à monter cette association, c'était d'avoir déjà une reconnaissance sur notre territoire en tant qu'acteur pour le développement touristique de notre territoire et que tout le monde voit bien qu'on est véritablement sur la promotion de notre territoire. Alors ça tombait bien parce qu'en plus, sur tous les produits qu'on développe, en tout cas pour la plupart des produits, on est sur des nouveaux produits et surtout on était sur des choses qui se font pas. Voilà. Donc l'idée c'était de jouer la complémentarité. Jouer la complémentarité pour rendre attractif un territoire. Exactement. Avec le centre nautique qui accueille des stages, on va dire classiques entre guillemets, les enfants, les formations de plage, location, etc. Et vous venez en complément avec sur des choses un peu différentes, voilà. Des pratiques plus zapping. C'est vrai que on peut aller au Mouillin, louer une planche de surf, on peut aller faire un cours, voilà. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de jouer la carte la complémentarité sur le territoire pour enrichir le territoire de nos actions. Par rapport à ça, donc aujourd'hui, c'est on va dire 4 entreprises qui se sont regroupées sur ce label, parce qu'on a aussi construit une sorte de label. Et donc Lieu d'Aventure, on est vraiment au tout début. Hein. C'est-à-dire que moi, je répète, on est des toutes petites entreprises, c'est que de la micro-entreprise. C'est vraiment de l'initiative locale. Et donc on est au tout début de ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, Lieu d'Aventure, c'est uniquement une mutualisation de la communication et de la commercialisation de nos produits. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que je l'ai vu cet été, c'est que vous êtes des indépendants, quelque part concurrents, mais vous faites la promotion des produits d'autres. Voilà, ça fait partie un petit peu de notre charte, c'est-à-dire que faut surtout vendre les autres. Faut surtout vendre les autres. Pour que les autres puissent nous vendre. Et voilà. Et pour rendre le territoire attractif, je pense que c'est important. Vous qui êtes juste de mots, parce qu'on leur tourne, le fait qu'un territoire ait une offre très importante
c'est important en termes d'attractivité touristique. Ah oui, tout à fait, c'est très important. Et l'effet réseau, on en a parlé tout à l'heure, il est absolument très, très important. Voilà, parce que finalement, c'est une chaîne en fait de prescripteurs et c'est très important que, y compris les hébergeurs, c'est un travail qu'on souhaite également développer. Par exemple, les hébergeurs puissent également être prescripteurs des offres nautiques, des offres de loisirs. Et on sait que c'est cet effet réseau qui va faire que finalement le client va se sentir accueilli, donc il aura une qualité d'accueil, il aura des informations avec la personne avec laquelle il est en proximité. Bien sûr, les offices de tourisme jouent un rôle, mais il y a aussi la personne chez qui il est accueilli. Ça peut être des parents, des amis, mais ça peut être aussi le propriétaire du camping. Ça peut être... Et c'est effectivement l'importance de cet assemblage qui fait qu'une destination effectivement présente un intérêt. Et on sait qu'on est dans un univers aussi plus concurrentiel entre territoires, entre destinations. Et la différence, bien souvent, de plus en plus ne se fait pas sur le contenu ou le nombre d'activités, mais sur la capacité des acteurs à travailler en réseau. Et donc ça, aujourd'hui, c'est très clairement une tendance lourde à prendre en compte quand on veut développer du produit touristique. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle on cherche à travailler de plus en plus à décloisonner en fait quelquefois des secteurs d'activité, le secteur culturel, le secteur nautique, le tourisme. Il faut vraiment décloisonner, travailler en réseau et faire en sorte qu'effectivement il puisse y avoir de plus en plus de passerelles entre des activités nautiques qui peuvent être diverses, des activités culturelles, des activités... Et qui peuvent se croiser, hein, très clairement. Il y a des exemples de balades nautiques où on va aller visiter un phare, on va déguster une huître, on va aller faire de l'aquacorde, voilà, il y a une espèce de melting pot là, qui est en train de se mettre en place, qui permet de densifier l'offre sur un territoire et qui visiblement correspond complètement. Mais ça veut dire que là, derrière, il y a l'innovation, parce qu'on parle aussi d'innovation à un moment donné, c'est peut-être aussi dans le croisement. Oui, l'innovation, elle est probablement davantage dans la mise en réseau, dans le croisement et dans les services que dans le contenu du produit. Parce qu'on sait, on a une expertise, que ce soit évidemment dans le secteur nautique, mais on sait par exemple sur le plan culturel également, il y a énormément beaucoup de choses et d'une très grande richesse. Ce qui nous manque peut-être, c'est l'innovation en matière de service. Essayer de se mettre à la place du client et de travailler vraiment sur une chaîne de prestations. Et souvent, on se rend compte que finalement, on a peut-être raté des clients ou on n'a pas su être là au bon moment, simplement parce que dans la chaîne d'information, il y avait peut-être des points à améliorer. Et un des axes sur lesquels probablement il faut effectivement travailler pour capter, si on veut capter ces nouveaux clients, c'est effectivement décloisonner, faire en sorte que davantage de personnes soient prescriptrices des activités nautiques. Alors, au sein des acteurs nautiques, mais aussi des acteurs touristiques, et les hébergeurs notamment, mais ça peut être également des commerçants. Enfin, il y a un vrai travail également de mise en réseau au niveau du territoire, entre l'activité nautique, tout à l'heure vous parliez également de l'implantation dans le territoire. C'est vrai que c'est un travail en réseau à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui fait la force à l'heure actuelle, la force et qui rend un territoire plus compétitif qu'un autre. Et attractif, parce qu'on voit bien dans la restauration, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien qu'il vaut mieux être à 5 ou 6 restaurants dans un site plutôt que tout seul, parce que les gens vont sur un site, il y a plein de gens, les gens vont sur un site et du coup, il y a une attraction sur le territoire, et après, au dernier moment, ils choisissent. Alors Vincent, pour conclure, François me fait des signes, on a parlé il y a des mots qui sont sortis, il y a rendre facile, il y a le mot ensemble, le collectif, la famille, rendre convivial, s'intéresser à l'autre, l'écouter, le regarder, le prendre en compte et le respecter aussi. Alors moi j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, c'est quoi le programme de Nef et de Vincent Mazur qui s'occupe de cette partie-là, c'est quoi son programme dans l'année à venir? Alors, le programme de Nef, c'est pour une année. C'est pas que Vincent Mazur qui s'occupe de tout ça. D'abord, Nef, c'est un réseau, et Michael Carnez l'a souligné tout à l'heure. C'est vraiment un travail en commun, et c'est justement cette force qu'on peut avoir, c'est à travailler en commun, à élaborer des choses en commun, et les mettre en œuvre. Nous, notre rôle derrière, c'est de faire en sorte que, on va prendre une image qui est assez d'actualité et qui va parler, c'est un peu comme la résine.
Pour faire de la résine, pour construire un bateau, il faut de la résine, il faut du tissu, il faut un catalyseur, il faut un accélérateur. Notre rôle, c'est de jouer un peu l'accélérateur quand il fait un peu froid, comme dans des moments de crise, c'est de jouer cet accélérateur-là et puis de faire en sorte que ça prenne, que tout ça vous allez accélérer quoi? Eh ben, on va accélérer, voilà, sur la base des idées là, qui ont été menées, voilà, on va mettre en place des groupes vraiment qui vont travailler plus en détail, essayer de mettre en place des sites pilotes qui vont en fait, vous allez travailler sur un peu des Alors là, on parle d'info-territoire. Voilà, l'info-territoire, c'est important. C'est quelque chose qui ressort aussi des études qu'on a pu faire. Donc, avoir une offre territoire complète, une offre simple, qui est compréhensible pour tous, et une offre qui soit vendue dans différents endroits et vraiment qui soit la plus visible possible. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point. Autre point, on parle de clientèle qu'on n'a pas touchée, donc on a parlé de la clientèle féminine, on pourrait aussi parler de la clientèle senior, qu'on touche peu ou pas, c'est une réalité, sociologique du vieillissement de la population, c'est une clientèle à aller chercher, donc on parle de cette clientèle-là, il faut peut-être aller la chercher aussi dans les endroits où elle a l'habitude de se trouver. Alors on en parlera tout à l'heure avec Stéphane Le Pérec. Voilà, il faut peut-être aussi aller chercher cette clientèle-là et aller chercher via les médias qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment promouvoir l'activité à travers les médias. Alors concrètement, vous dites lotissement Finistère, catalyseur. Comment on fait pour catalyser? Il y a des méthodes. Vous allez faire quoi? Il y a les méthodes, c'est le travail réseau, c'est limiter le capital risque, c'est le capital risque dans les nouveaux produits, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir des endroits où ça se teste. Donc la notion de test, pour vous, ça va être un chantier important. Une notion de test sur certains produits. Et puis, lesquels? C'est vrai? On le saura. On le saura bientôt. On le saura bientôt, on va le définir comme ça, parce que c'est très écolo. D'accord, ok. Bon, donc, plein de travail alors? Oui, plein de travail. Ok. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à développer encore. Ok, merci à tous. Alors je vous propose, parce qu'on a un timing hyper serré, on posera plutôt des questions à la fin. Là, on va directement attaquer avec Patrick Apperet.